Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la théorie de l'évolution. La saga continue. On va essayer de répondre et d'obtenir des éléments de réponse pour les questions suivantes. Oui ou non l'homme a un ancêtre commun avec les singes? Oui ou non les cétacés descendent des mammifères terrestres? Y a-t-il des indications pour la validité de la théorie de l'évolution? Y a-t-il des indications contre la validité de la théorie de l'évolution? Quelques citations pour se mettre dans l'ambiance. Le projet d'arbre des espèces est dans un état désastreux, taillé en pièces par une armée d'indications négatives. De nombreux biologistes soutiennent désormais que le concept d'arbre est obsolète et doit être abandonné. Nous avons détruit l'arbre des espèces, il ne s'agit plus d'un arbre, la topologie est entièrement différente. Qu'aurait pensé Darwin de ces découvertes? Cette vidéo est consacrée au concept de Tree of Life, arbre des espèces en français. On va montrer, en se basant sur plusieurs études, que le concept d'arbre des espèces est aujourd'hui largement remis en question, parfois même complètement abandonné. Je vais commencer comme d'habitude par introduire brièvement la théorie de l'évolution et ensuite on entrera dans le vif du sujet. Selon la théorie de l'évolution, toutes les espèces vivantes et a fortiori tous les animaux sont reliés par la généalogie. Ils partagent tous un ancêtre commun. Deux phénomènes sont invoqués pour expliquer l'apparition des espèces. Le premier est celui des mutations génétiques, le second, celui de la sélection naturelle. Très rapidement, les étapes de l'évolution. Premièrement, une ou plusieurs mutations, donc des erreurs de copie du génome, surviennent sur un individu. La conséquence est un changement au niveau phénotypique. Donc ça peut être musculaire, osseux ou alors au niveau des capacités cognitives, etc. Cette mutation, et donc le phénotype nouveau, est transmis à la descendance. Deuxièmement, ce phénotype nouveau est éventuellement retenu par la sélection naturelle. D'une manière ou d'une autre, les individus avec la mutation se séparent, se distinguent, dominent les autres, ou en tout cas ont un rapport changé avec leur environnement. La conséquence de ce changement est une fixation de la ou des mutations dans le nouveau groupe. On parle alors d'une nouvelle espèce. Les singes, les baleines, les koalas, les ornithorynques, les chameaux, les bactéries et les papillons sont apparus selon ce mécanisme. J'ai arrondi pour aller vite, mais en gros, c'est le récit, c'est le scénario évolutionniste. Une succession de micro-changements qui finissent par distinguer radicalement une population d'une autre, et ça fait une nouvelle espèce. Ce qui découle de ce paradigme, c'est la possibilité de représenter les espèces au sein d'un arbre, de les relier les unes avec les autres. Toutes les espèces sont cousines et sont reliées par un ancêtre commun. L'ancêtre commun peut avoir disparu ou n'avoir pas disparu. Dans le cas homme-chimpanzé, les évolutionnistes soutiennent que l'ancêtre commun n'a pas survécu, évidemment, et on suppose très fortement que c'est une espèce de type singe. L'ADN est donc le support, le témoin de ces millions d'années d'évolution, d'une espèce à l'autre. Un même gène peut avoir perduré. En comparant ce même gène chez deux espèces, on peut éventuellement avoir un indice sur leur proximité. On a un très bon élément pour valider ou invalider les prédictions de la théorie de l'évolution. Pour valider ou invalider des parentés déterminées par comparaison anatomique. C'est un peu comme quand on fait un test ADN pour savoir si un enfant est le fils d'un homme. Les maths ne mentent pas. On peut établir avec certitude que tel enfant est le fils de tel homme, même si le résultat est inattendu. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va commencer par des exemples. Le but, c'est de montrer comment les arbres phylogénétiques sont construits à partir de l'ADN. Et ensuite, on va passer en revue plusieurs résultats. Prenez un gène A chez une espèce 1. Nous allons comparer ce gène A avec le même gène A chez d'autres espèces. Déjà, il faut trouver des espèces qui ont un gène similaire, qui remplit la même fonction, sinon la comparaison n'a pas de sens. Une fois que vous avez identifié deux autres espèces, les espèces 2 et 3 par exemple, qui ont ce gène, vous pouvez comparer la séquence de nucléotides des gènes chez ces trois espèces. Si vous obtenez 5% de différence entre l'espèce 1 et 2, et 15% entre l'espèce 1 et 3, vous pouvez déduire que l'espèce 1 est plus proche de l'espèce 2 qu'elle ne l'est de l'espèce 3.
Les espèces 1 et 2 ont un ancêtre commun plus récent que les espèces 1 et 3. Vous pouvez dessiner un arbre de ce genre. Dans le cas du gène qui code pour la protéine cytochrome C, qui sert à la respiration cellulaire, on obtient des tableaux de ce genre. On appelle ça une matrice. Maintenant, reprenez vos espèces 1, 2 et 3. Considérons un autre gène B. Là, on obtient 3% de différence entre les espèces 1 et 3 et 40% entre les espèces 1 et 2. Si on construit un arbre en se basant sur la proximité de ces trois espèces vis-à-vis du gène B, on obtient cet arbre. Donc là, ça devient un petit peu étrange. Notre comparaison précédente indiquait que 1 et 2 ont un ancêtre commun proche. Donc pour le gène B, on devrait également trouver des séquences proches entre 1 et 2, par rapport à 1 et 3. On vient de trouver une anomalie entre la phylogénie d'après le gène A et la phylogénie d'après le gène B. Maintenant, prenons un troisième gène C. Cette fois, il n'y a que 2% de différence entre 2 et 3 et 30% de différence entre 1 et 2. Notre arbre devient vraiment caduc. Selon qu'on donne la priorité à tel ou tel gène, l'embranchement n'est pas au même endroit. Les données ne reflètent pas un héritage avec des modifications. Impossible de réunir les espèces dans un arbre. Si les séquences des gènes A, B et C donnaient des proximités identiques, on aurait pu obtenir au contraire une phylogénie cohérente. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une très grande quantité d'études qui sont faites, donc finalement, il n'y a pas matière à débattre. En fait, il suffit de regarder les résultats. À votre avis, les données ADN des différentes espèces et la comparaison des séquences de nucléotides sont-elles cohérentes? Reflètent-elles le paradigme darwinien de génération avec modification? Un point important, dans les études que je vais citer, il peut s'agir de parenté entre deux espèces. Parfois, il s'agit des liens de parenté entre des groupes d'espèces, comme cétacés, pachydermes, ruminants, équidés, etc. Alors, une première étude de l'Université de Michigan. Lorsqu'ils sont chacun basés sur un gène, les arbres reliant les espèces ont souvent des embranchements incohérents les uns avec les autres. Les conflits en phylogénie sont courants. Ils sont la norme et non pas l'exception. Le projet d'arbre des espèces est dans un état désastreux, taillé en pièces par une armée d'indications négatives. De nombreux biologistes soutiennent désormais que le concept d'arbre est obsolète et doit être abandonné. On continue. Nous avons détruit l'arbre des espèces. Il ne s'agit plus d'un arbre, la topologie est entièrement différente. Qu'aurait pensé Darwin de ces découvertes? Certaines parties critiques du Tree of Life, arbre des espèces, pourraient demeurer difficiles à résoudre, indépendamment de la quantité de données disponibles. De nombreuses études récentes supportent différentes phylogénies en conflit les unes avec les autres. Construire un arbre réunissant les espèces complet et cohérent est irréalisable. Notre matrice de 50 gènes ne résout pas les relations entre la plupart des phyla métazoaires. Phyla métazoaire, ça veut dire genre animal. Malgré la quantité de données, les relations entre les genres animaux demeurent non résolues. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente sur l'expérience de Lenski, chaque espèce a des gènes qui n'ont aucune similarité avec les gènes des autres espèces. Chaque espèce est donc organisée uniquement. Il y a cependant des gènes qui sont partagés. Dans cette dernière étude que j'ai citée, ils ont utilisé une matrice de 50 gènes. Les gènes ne sont pas choisis au hasard, évidemment. Il faut écarter les gènes orphelins et prendre des gènes qui sont partagés ou semblables chez toutes les espèces étudiées. Même avec cette présélection méticuleuse, ils ont été dans l'incapacité de classer les espèces dans un arbre, de dire qui descend de qui ou qui a un ancêtre commun avec qui. Dans mon étude sur la convergence évolutive, je prends l'exemple de la chauve-souris et du dauphin, qui partagent un gène quasiment identique pour se situer dans l'espace grâce à des ondes haute fréquence. Si on se basait uniquement sur ce gène pour dessiner notre arbre, la chauve-souris et le dauphin seraient très proches, ce qui évidemment n'est pas logique, ces deux animaux sont trop différents. Ce genre de situation est ignoré dans cette dernière étude, ça donnerait des résultats encore plus incohérents. Les matrices sont donc faites à partir de gènes qui ont une répartition importante au sein des espèces. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire toutes les études que j'ai citées.
Parfois, des explications ou des pistes sont données pour expliquer les incohérences et les conflits entre les différents arbres phylogénétiques, tout en conservant une approche évolutionniste. Les concepts de convergence évolutive et de transfert de gènes horizontal sont fortement liés à cette démarche. Ça sera le thème d'une prochaine étude que je posterai sur ma chaîne. Le concept darwinien d'arbre des espèces, Tree of Life en anglais, est petit à petit abandonné. Les séquençages ADN n'ont pas fait apparaître des relations de parenté logiques et cohérentes entre les espèces, entre les genres, entre les familles ou ordres. Au contraire, les séquençages et comparaisons génétiques ont fait apparaître l'invalidité des arbres et classifications évolutionnistes traditionnelles. D'ailleurs, c'est amusant, le terme tree, arbre en anglais, est abandonné par certains qui parlent maintenant de bushes, buissons. Par exemple, dans cet article de 2006 de Antonis Rokas et Shunby Carroll. Ça, c'est pour ceux qui conservent la vision évolutionniste. Il y a aussi beaucoup de scientifiques qui ont tout simplement abandonné le paradigme, le scénario darwinien et l'évolution. Ils ne parlent donc ni de buissons ni d'arbres reliant les espèces. Il est impossible de dessiner un arbre regroupant les espèces animales et d'avoir une cohérence entre les séquences ADN des espèces qui y figureront. Il n'y a pas quelques difficultés ni quelques incohérences, c'est le modèle général darwinien ou néo-darwinien qui est faux. Il ne s'agit pas d'une ou deux études, mais de dizaines et de dizaines d'études récentes qui disent généralement la même chose. Si on ajoute la surcouche des gènes orphelins, le paradigme darwinien est alors complètement atomisé. Je voudrais faire une mise au point importante. Revenons à l'exemple de la protéine cytochrome C. Oui, si on se concentre sur le gène qui code pour la protéine cytochrome C, on obtient des distances génétiques qui peuvent être une indication pour la validité de la théorie de l'évolution. Mais si on prend un autre gène, on obtient un arbre en conflit avec le premier. Et si on prend encore un autre gène, on a encore une reconfiguration de la généalogie et un conflit. Le point central, c'est que si vous ne sélectionnez que les éléments qui prouvent une théorie, votre théorie sera prouvée et valide. Mais si vous voulez être vraiment sûr qu'elle est valide, soyez aussi en mesure d'analyser et de recevoir des éléments qui peuvent l'invalider. La théorie de l'évolution est invalide. Il y a tout simplement trop de contre-indications. Cette vidéo ne s'est concentrée que sur les comparaisons des génomes. Je vous invite à faire le tour de ma chaîne pour vous familiariser avec d'autres argumentaires. Un peu comme tout le monde, moi je croyais à la théorie de l'évolution avant, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de garder une posture raisonnable, de fonctionner uniquement avec mon intelligence, et d'assimiler cette théorie dans son intégralité. Et en fait, ça n'a pas fonctionné, parce que la théorie de l'évolution, quand elle est confrontée au réel et à la science, aux données scientifiques, elle ne tient pas debout, elle explose complètement. Ça, c'est ma position. C'est pour ça que j'ai abandonné complètement le paradigme évolutionniste et que maintenant j'essaie de communiquer et vulgariser l'argumentaire contre la théorie de l'évolution. La conclusion habituelle, mon moment préféré, les espèces n'ont pas évolué et n'évoluent pas. Il n'y a pas eu d'évolution interespèces. La science, le séquençage et la comparaison des génomes invalident radicalement la théorie de Darwin et toutes les déclinaisons qui ont pu être faites au XXe et XXIe siècle. Les comparaisons d'ADN invalident le modèle darwinien basé sur la généalogie entre les espèces, l'évolution et la transmission des caractères. Je répète, les espèces n'ont pas évolué et n'évoluent pas, il n'y a pas eu d'évolution interespèces, la science, le séquençage et la comparaison des génomes invalident radicalement la théorie de Darwin et toutes les déclinaisons qui ont pu être faites au XXe et XXIe siècle. Les comparaisons d'ADN invalident le modèle darwinien basé sur la généalogie entre les espèces, l'évolution et la transmission des caractères. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à poster des commentaires intéressants, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi évidemment. À la prochaine fois et très bonne journée.